Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler médias, on va faire le débrief des audiences radio. On va essayer de faire un truc pas trop compliqué. Les précédentes vidéos on allait vraiment dans le détail et c'était pas forcément simple de ce côté-là, donc on va essayer de faire un truc un peu moins dans le détail. Vous voyez également que comme pour la vidéo pour la flèche Brabanson, on est à 30 images secondes. C'est pas que j'ai changé de cette caméra, c'est juste que j'ai changé le mode pour filmer la caméra. Maintenant c'est du 720 et puis du 1080. Me dites ce que vous en pensez. Je l'ai surtout fait parce que ce week-end, c'était un test pour ce week-end et pour le Giro. Le Giro on sera en 720 pour les vidéos. Et puis peut-être que en fait si ça vous plaît d'être à 30 images secondes, on fera peut-être ça pour toutes les vidéos, mais c'est surtout pour une question de taille de fichier pour le prochain Giro. Si vous voulez que les débriefs, et je veux que les débriefs arrivent tous les soirs, c'est la seule solution. Et les vidéos bien entendu de débrief Giro seront plus courte que les vidéos de débrief par exemple de la flèche Brabanson, parce que le test était pour la flèche Brabanson mais j'ai fait 26 minutes. Les vidéos de débrief Giro, on sera obligé de faire 10-12 minutes parce que sinon ça met trop de temps à uploader, hein. C'est juste pour des raisons techniques, vu que je n'ai toujours pas la fibre. Quand j'aurai la fibre, peut-être que je pourrai refaire des vidéos plus vite, et encore peut-être qu'on fera du 720 pour essayer que ça sorte vraiment très très vite à chaque fois après que j'enregistre les vidéos, qu'on soit vraiment beaucoup plus rapide. Bon, dites-moi ce que ça vous fait penser dans les commentaires de passer à 30 images secondes. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire tiens, ce que vous pensez de ces chiffres de la radio, parce que je peux vous dire que l'enquête est assez stupéfiante et par rapport à ce qu'on a vu ces précédentes semaines. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager si vous pensez que ça peut intéresser des gens dans votre entourage. Alors, comment se porte la radio dans cette période dite de télétravail, pas une période de confinement, hein, c'est une période de restriction. Parce qu'un confinement, normalement, on reste cloîtré chez soi, alors que là, on nous dit presque qu'il faut sortir de chez nous, donc on ne peut plus vraiment parler de confinement, c'est une période de restriction. C'est compliqué parce que l'audience globale de la radio est encore en baisse. Sur un an, en sachant que l'enquête janvier-mars 2020, pour moi, elle s'était pas déroulée dans des conditions traditionnelles, parce que en mars, Médiamétrie ne travaillait pas. Donc je sais pas comment ils avaient fait l'enquête, mais pour moi l'enquête de mars, elle n'était pas habituelle, donc je pense que c'était soit le nombre de personnes téléphonées était inférieur à d'habitude, enfin voilà, il y avait des choses qui devaient pas être traditionnelles. Compliqué par rapport à la précédente vague de novembre-décembre, on perd encore 1 point et d'audience cumulée sur la radio, et par rapport à janvier-mars de l'année dernière, on perd 4 points. Aujourd'hui, 73,2% des interrogés, et on transpose au niveau des Français, écouteraient la radio. Donc ça a forcément des conséquences sur les audiences. On va faire assez vite. D'un côté les programmes généralistes, de l'autre côté les programmes musicaux, mais en fait, dans un premier temps, lesquels subissent le plus cette crise? Eh bien, ce qui semble étonnant également, c'est que par rapport aux précédentes vagues, ce sont les radios généralistes qui ont souffert sur cette période de janvier-mars. Alors, ça peut être plusieurs causes, peut-être une actualité qui n'a pas été énorme au final. T'enlèves la crise du coronavirus, il s'est absolument rien passé, et comme ça fait depuis 1 an qu'on parle du coronavirus, c'est plus un événement. En termes d'actualité, en termes d'événements, l'élection américaine, c'est passé. Donc il n'y a plus grand chose. Là, cette année en élection, ce sont les régionales, mais qui n'intéressent pas énormément. Donc c'est une année creuse en actualité. On aura les Jeux cet été, mais avant les Jeux, c'est une année creuse, très clairement. Il n'y a pas d'actualité en ce moment. Il n'y a pas de grandes manifestations, il n'y a pas de grandes réformes aujourd'hui qui sont votées. La réforme... là c'est la loi sur le séparatisme, mais bon, c'était surtout la vague précédente. Il n'y a pas de forte actualité, et donc pour les généralistes, quand il n'y a pas d'actualité, c'est toujours un peu plus compliqué. Et puis peut-être que les gens ont envie de se détendre en ce moment, et c'est vrai que sur les généralistes, c'est pas forcément l'endroit où tu détends le plus, surtout pour beaucoup de radios.
Donc du côté des généralistes, on passe de 42,9 en part de marché à 41,4, c'est-à-dire quand même une baisse de 1,5. Du côté du musical, la baisse est un peu moins forte, on passe de 29,9 l'année dernière à 29,1 cette année. On augmente même par rapport à la vague précédente. La vague précédente, on était à 27,9, là on remonte à 29,1, alors que du côté des généralistes, on est à 42,3 sur la vague précédente et on passe à 41,4, beaucoup de chiffres. Je vous rappelle que cette enquête-là, vous pouvez la trouver sur le site de Médiamétrie. Vous pouvez télécharger le PDF complet de cette enquête. Si vous voulez retrouver tous les chiffres, c'est très facilement accessible. Les radios qui s'en sortent le mieux du côté des généralistes. Europe 1. Non, je déconne. C'est compliqué sur cette vague. Je dirais France Inter s'en sort pas si mal. Une baisse de 0,1 point en part de marché, c'est pas mal quand on sait qu'il y a une perte de 1,5 sur une année. Donc en fait, ils s'en sortent plutôt bien. Europe 1 aussi. C'est pas tant une vanne que ça. Ils restent faibles, mais ils sont stables du côté de chez Europe 1. Et c'est presque un miracle. Les matinées d'Europe 1 s'en sortent encore très très bien, même la matinale, et ça c'est une surprise, la matinale d'Europe 1 qui était en crise depuis des années, même à l'époque de Thomas Soto, depuis Fogel, en fait, depuis le départ de Fogel, cette matinale était en crise, et bien la matinale d'Europe 1 retrouve un petit peu des couleurs. Les audiences restent très faibles, hein, on est d'accord, on est à 4,5 au niveau part de marché. Mais c'est une radio qui se stabilise, comme France Inter. France Inter, il baisse un peu, mais je dirais qu'il se stabilise. Il y a une petite perte quand même en audience cumulée. Pareil pour Europe 1, mais l'audience cumulée des médias généralistes est en énorme chute. Donc c'est-à-dire qu'il compense, on va dire, pas trop mal au niveau de la part de marché. Du côté d'Europe 1, les matinales qui s'en sortent très très bien. Même l'émission de Stéphane Bern est en légère hausse. Alors, ça reste très faible. On reste, je crois, 16e ou 17e radio nationale à cette heure-là. Mais c'est un peu mieux qu'auparavant, on va pas se mentir. Malgré tout, du côté d'Europe 1, il y a encore énormément de travail. La grille coûte extrêmement cher. Je sais pas si vous avez vu dans les infos médias, mais ils vont devoir licencier 40 personnes sur 300, certainement des journalistes et le service Nouvelle Technologie. Je ne savais pas qu'il y avait un service Nouvelle Technologie à Europe 1. C'est dommage du côté des journalistes, parce que moi j'aurais plutôt viré des techniciens. Je pense qu'aujourd'hui, sur les radios comme Europe 1, RTL, RMC, on vire souvent les journalistes. Alors, je ne défends pas la paroisse des journalistes, mais les techniciens, beaucoup de journalistes pourraient faire de l'autoréalisation et ils ne le pratiquent pas aujourd'hui dans ces radios-là. Ce qui fait qu'on a énormément de techniciens qui font du travail pas forcément extrêmement très intéressant. Et alors qu'on pourrait faire des émissions peut-être beaucoup plus en autoréalisation, ce qui permettrait de diminuer les coûts pour une radio comme Europe 1. Je ne dis pas qu'il faut virer des gens, mais si on doit virer des gens, peut-être que c'est de ce côté-là que ça serait un peu plus intéressant. Du côté des radios qui souffrent, alors France Bleu, ça reste à peu près, ils ont une petite baisse, mais c'est pas incroyable du côté de France Bleu. De toute façon, France Bleu s'en sort quand même vraiment bien avec cette période de Covid. Parce que c'est une radio qui est proche des gens, c'est la plus grosse locale de France aujourd'hui, France Bleu. Donc c'est une radio qui s'en sort plutôt bien au niveau des audiences parce qu'elle est proche des gens et que les gens ont envie d'avoir peut-être des radios beaucoup plus proches d'eux. Et c'est ça que si on compare aux Indés radios, eh bien France Bleu est beaucoup plus proche de ses auditeurs que les Indés radios, où beaucoup de radios sont régionales et ne sont plus ancrées localement, comme ça pouvait être le cas auparavant. Les deux radios qui se battent la gueule, c'est RTL. RTL qui n'a jamais été aussi bas en audience depuis très très longtemps. C'est quasiment une vague record au niveau des audiences en baisse du côté de RTL. Peut-être une grille qui commence à vieillir du côté d'RTL en semaine. Alors, il y a une émission qui s'en sort bien, c'est Julien Courbet. La matinale, grosse détresse, mais c'est depuis quelques temps, avec quand même un Yves Calvi à moins 195 000, je crois. Ça fait mal. Mais vous avez également les programmes d'après-midi qui s'en sortent pas si bien que ça, les grosses têtes, hein, en grosse baisse. Laurent Ruquier n'avait jamais connu une baisse aussi importante d'audience depuis qu'il est à la tête des grosses têtes. Donc là, c'est pas top pour lui. Alors peut-être aussi parce que il y a eu des départs du côté des grosses têtes, dont Pironi, Jean-Jacques Pironi. Parce que Didier Pironi, c'était le pilote de F1. Ne pas confondre, hein. Entre les deux, c'est pas le même univers.
Du côté donc de RTL, peut-être une grille vieillissante. J'ai pas regardé les audiences parce que j'ai pas vu si Pascal Pro s'en sortait très bien avec les auditeurs ont la parole. Mais peut-être des programmes tout simplement vieillissants, une grille un peu vieillissante du côté d'RTL. C'est surtout le cas pour l'autre radio qui s'en sort très mal, c'est RMC. Donc du côté d'RTL, on passe de 13,4 à 12,4 en part de marché, donc une perte d'1 point. Aussi une perte de 0,2 sur une vague. C'est difficile, mais c'est pas si extrême que ça quand même. Hein. Il faut un petit peu relativiser. C'est plus compliqué pour France Inter sur une vague, hein, qui passe de 14,7 à 13,3. Je dirais que RTL. Et du côté de RMC, on s'en sort mieux sur une vague, mais on est quand même en souffrance sur une année. Apolline de Malherbe, c'est quand même compliqué, par exemple en termes d'audience du côté de la matinale. Je pense, Moscato aussi souffre un peu. Je pense que c'est aussi une grille qui est vieillissante du côté de RMC. Hein. Les grandes gueules, ça a plus de 15 ans. Top of the Foot et Moscato, ça a 15 ans. L'interview politique de Jean-Jacques Bourdin, ça a 20 ans. C'est des émissions qui ne sont pas toutes jeunes. Pas Top of the Foot, pardon, j'ai dit Top of the Foot. C'est l'émission d'après. Top of the Foot, c'était pas Top of the Foot. L'After, voilà, qui a 15 ans. Mais du côté de RMC, la grille est vieillissante. Je trouve surtout que les émissions sont trop longues. Il y a l'émission de Man Le Chypre, Vincent Moscato, ça mériterait de faire que 2 heures et pas 3 heures. Même les grandes gueules, au final, 2 heures, ça serait peut-être mieux. Et je pense qu'il leur manque en fait des émissions dans cette grille semaine. Il faudrait au moins une émission en plus, mais voire peut-être même 2. Parce que des émissions de 3 heures, c'est vraiment des blocs qui sont très très longs. Et pour les gens, c'est très compliqué à écouter, je trouve. Et c'est surtout pas facile à récupérer en podcast. Mais RMC est en crise de ce côté-là. Ils s'en sortent très bien au niveau des podcasts. Hein. Donc, c'est là où je dis, c'est, je pense, la longueur des émissions qui pose peut-être problème. Parce qu'on s'aperçoit qu'en podcast, ils s'en sortent très très bien. Peut-être trop de pubs également sur cette radio. Encore une fois, je crois que le Moscato Show est 5e podcast et l'After, je crois, est 1 ou 2 au niveau des podcasts sport. Donc c'est-à-dire qu'ils s'en sortent plutôt bien en France. On passe aux programmes musicaux pour éviter de vous endormir un peu trop. Donc du côté des programmes musicaux, ça va un peu mieux. On peut saluer la belle performance d'RTL2 qui reprend 0,1, qui se stabilise. Petite baisse pour RTL2, c'est le drive d'Éric Jean-Jean, qui a aussi 1 heure de moins, je crois, pour le drive d'Éric Jean-Jean. Bon, après, il faut aimer, hein, Éric Jean-Jean, c'est un univers. Je pense que c'est pas forcément le drive qui convient à tout le monde. Le matin, par contre, ils s'en sortent très très bien. C'est là où je trouve que le groupe M6 a quand même une stratégie qui est assez intéressante parce qu'on s'aperçoit qu'à la fois Julien Courbet ou la matinale de Justine Salmon et de Grégory Hacher, qui est également diffusée sur W9, ces émissions-là s'en sortent très bien, alors qu'elles sont maintenant également à la télévision. Donc, le fait d'être à la télévision, je pense, les a fait découvrir à un nouveau public qui, quand il n'est pas devant la télévision, les écoute en radio. Ça marche, je pense, si tu fais une seule émission ou 2 émissions comme ça. Par exemple, RMC, je trouve que leur stratégie est mauvaise parce qu'il y a beaucoup trop d'émissions à la fois à la télé et à la radio. C'est bien quand on a 1 ou 2, pas quand on a 150. Donc du côté d'RTL, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien. À l'inverse, RFM, c'est une catastrophe. On passe de 3,1 à 2,4 et même sur une vague, on passe de 2,8 à 2,4 à chaque fois en termes de part de marché. Hein, je parle de part de marché. Donc c'est une grosse baisse. Énergie remonte par rapport à la précédente vague et à la vague de la saison dernière. Donc assez surprenant parce que j'avais pas l'impression que plus de gens écoutaient Énergie. Mais je rappelle, j'ai oublié de le signaler en début de vidéo, que ces enquêtes sont des enquêtes déclaratives. Donc elles sont à le prendre avec des pincettes. Contrairement aux boîtiers de médiamétrie, et déjà les boîtiers de médiamétrie, c'est à prendre aussi avec des pincettes parce qu'il n'y a que 5000 boîtiers au final qui représentent techniquement toute la population française. Et bien là c'est du déclaratif, c'est-à-dire on va interroger, je crois que c'est 3000 personnes, je ne sais plus combien de personnes on interroge, 33 000 personnes, voilà. Sauf qu'on les appelle au téléphone.
Donc autant vous dire que vous pouvez dire qu'à 15h vous écoutez Énergie alors que c'est pas le cas tous les jours. Le déclaratif c'est très problématique je trouve. C'est incroyable qu'aujourd'hui avec Shazam et les bracelets connectés on soit toujours pas avec des bracelets connectés et des gens possèdent des bracelets connectés et soient même payés pour posséder ces bracelets connectés pendant toute la journée et que ces bracelets arrivent à retranscrire la radio qui est diffusée. Ça serait totalement réalisable, je pense, aujourd'hui. Mais bon, c'est pas fait par Médiamétrie. Du côté de Fun Radio, cette vague est très intéressante également parce qu'ils s'en sortent plutôt bien. Même la matinale de Bruno Guillon s'en sort bien. Et oui, je peux dire du bien de Bruno Guillon, avec une baisse seulement de 6000 auditeurs. C'est là où je vous dis que cette enquête n'a presque ni queue ni tête, parce que par rapport aux 2 vagues précédentes, il y a des radios qui s'en sortent vachement mieux. Alors, moi, elle m'intrigue énormément cette enquête, pour tout vous dire, parce que normalement, on n'a pas des variations aussi importantes entre la vague de septembre et même entre la vague de novembre et la vague de janvier. Et là, on a des variations qui sont assez extraordinaires sur beaucoup de radios. Moi, je suis un petit peu stupéfait et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de recul cette enquête. Je pense qu'il faut vraiment faire attention avec cette enquête parce que j'ai des doutes sur les chiffres. Vraiment des gros doutes. Autant d'habitude, je trouve qu'il y a une logique. Là, il n'y a absolument aucune logique dans les chiffres. Mais de toutes les radios, hein. C'est vraiment du n'importe quoi. À France Inter, ça fait depuis des années qu'ils sont en hausse. Là, d'un coup, ils s'écroulent. Sans aucune raison. Les émissions n'ont pas changé sur France Inter. J'ai essayé de trouver une raison avec l'actualité, mais ça reste quand même une raison qui, pour moi, ne participe pas à cette variation aussi importante. Donc RFM est également en grosse détresse, alors que les radios Gold s'en sortaient plutôt bien. Skyrock reste stable. Laissez Skyrock, ils sont un petit peu presque hors sol, cette radio-là, ils s'en sortent toujours très bien. Virgin Radio, eux par contre, sont en grosse dépression. La matinale de Manu Payet est la matinale qui chute le plus. De toute manière, on s'aperçoit quand même que tout le groupe Lagardère, parce que Europe 1 se stabilise, mais quand même à un niveau faible, et que les 2 autres radios du groupe Lagardère, donc RFM et Virgin Radio, s'en sortent vraiment très mal. Du côté de Manu Payet, la matinale, ça ne prend pas. Très clairement, hein, je pense qu'il va falloir changer de stratégie. Le fait d'avoir pris un ami en tant qu'animateur du côté de la direction n'était peut-être pas forcément une bonne idée, parce que je rappelle que Fredo le patron est pote avec Manu Payet, parce que je crois que Fredo le patron, et je suis même quasiment sûr, était le réalisateur sur Énergie quand Manu Payet y était. Donc le copinage, ça permet pas toujours de faire des audiences. À méditer. Du côté de Nostalgie, également une grosse baisse. Assez surpris du côté de Nostalgie, cette grosse baisse, mais en même temps, j'ai réfléchi et j'ai peut-être trouvé la raison. Les titres des années 90. Aujourd'hui, Nostalgie, pour l'écouter assez régulièrement, parce que pourquoi j'écoute Nostalgie, vous dites, je suis complètement vieux. Je trouve qu'en ce moment, la production musicale, que ça soit française et internationale, depuis 1 an, est d'un très faible niveau. Au niveau des titres inédits, j'ai rien qui me passionne, donc c'est vrai que je suis tombé sur Nostalgie, et Nostalgie aujourd'hui passe énormément de titres des années 90. J'ai même été surpris la dernière fois d'entendre du Ricky Martin sur Nostalgie. Donc je pense qu'aujourd'hui Nostalgie perd les auditeurs qui adoraient écouter Nostalgie parce qu'il y avait les années 70. Aujourd'hui, les années 70 sur Nostalgie, c'est très rare. Alors, je vous parle même pas des années 60, il n'y a plus de titres des années 60. Moi, quand j'étais petit, Nostalgie, vous aviez Jacques Brel. Jacques Brel, aujourd'hui, si tu veux le trouver sur Nostalgie, il faut chercher. Et c'est peut-être là l'erreur de Nostalgie, c'est qu'ils sont peut-être en train de perdre une partie de leurs auditeurs et que les auditeurs qu'ils veulent attirer ne veulent pas aller sur Nostalgie parce que Nostalgie, c'est quand même considéré comme une radio de vieux. Et quand tu commences à écouter Nostalgie, c'est que tu as passé un cap dans ta vie, très clairement. Donc, même si je trouve que la radio est pas mal, et en plus, je trouve que l'animation ne correspond pas... Enfin, l'animation, ça fait vraiment vieux. C'est vraiment de la radio des années 80. Écoutez André Michaud par exemple, je trouve que c'est vraiment de la vieille animation des années 80 et qui n'est plus en accord avec son temps, et surtout qui n'est plus en accord peut-être avec le nouvel état d'esprit de Nostalgie, de mettre des titres beaucoup plus jeunes. Par exemple, vous avez Zazie, Zen Soyons Zen dans la programmation musicale, vous avez Pascal Obispo, Florent Pagny. Donc oui, c'est une programmation qui vraiment tend vers les années 90. Et en plus, en tendant vers les années 90, il concurrence Chéri FM
Et il concurrence des radios comme RFM, comme RTL2 qui sont sur ces créneaux-là, indirectement. Donc, peut-être pour ça qu'il souffre un peu plus que les autres. Bon, Rire et Chanson et M Radio, c'est pas top non plus. Bon, M Radio, après, ils sont toujours à la limite d'être dans les enquêtes médiamétrie, donc c'est pas une surprise. Chérie FM également baisse. Ils perdent 0,2 par rapport à l'année dernière, donc ce qui fait 10% de leur audience, et 0,3 par rapport à la vague précédente. Après, ma Chérie FM, et la matinale également est en grande souffrance avec Alexandre Devoise et Sophie Coste. J'ai jamais été un fan d'Alexandre Devoise. Je pense que je ne suis pas la cible. Je ne suis pas la responsable des achats de moins de 50 ans qui adorent Alexandre Devoise. Mais j'ai toujours trouvé que c'était marqué années 90, la manière de faire de Alexandre Devoise. C'était pas très moderne en fait. Et c'est vrai qu'Alexandre Devoise, il faut quand même se dire qu'il a commencé, il a repris Nulle part ailleurs après Philippe Gildas. Et aujourd'hui, il présente le téléshopping et la matinale de Chérie FM. Ça s'appelle quand même un petit peu, je trouve, une légère déchéance. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Du côté des programmes thématiques, j'en parle assez peu, mais France Culture s'en sort très très bien. Ce qui n'est pas une surprise parce que France Culture était une radio qui était énormément podcastée. Et comme les gens ont un peu plus de temps, ils peuvent l'écouter en direct, désormais France Culture. Je pense que là, c'est la raison des hausses d'audience. France Info également en hausse. L'avantage de France Info, c'est de l'info comme ça que t'achètes, quoi. C'est, enfin, comment dire, c'est tu prends et ensuite tu zappes. France Info, t'as un flash toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, je sais plus où, 10 minutes. Je crois que c'est 10 minutes, hein, France Info. Donc t'écoutes le flash info pendant 10 minutes, ce sont souvent des flash info assez bien faits. Tu peux parfois écouter un deuxième flash info après, parce que c'est rarement les mêmes infos qu'il y a d'un flash info à l'autre, pour l'avoir fait. Et ensuite, tu passes sur une radio musicale ou sur une autre radio généraliste. Donc c'est pour ça que l'audience est bonne pour France Info. Malgré tout, l'audience, la durée d'écoute moyenne, est assez faible, parce que les gens font comme ça. On reste assez rarement très longtemps sur France Info. France Musique est stable et France Classique également stable. Du côté des indés radios, c'est similaire, stable. Par contre, les radios associatives privées sont en hausse. Alors, les indés radios, après, il y a quand même une grosse baisse en audience cumulée qui suit, qui est assez normale. Et FIP est en grosse hausse en part de marché. 1,5 alors que 1,1 seulement l'année dernière, malgré le fait que FIP veut virer des locales. C'est peut-être pas forcément très intelligent, mais du côté des indés radios, j'en parle assez régulièrement, je trouve que ces radios ne sont plus assez ancrées localement avec leur programmation. C'est du sous-énergie pour moi. Et moi, si j'ai envie d'écouter du énergie, je vais sur énergie. C'est du sous-énergie parce que l'animation est très marquée énergie, parce que la programmation est très marquée énergie, mais avec des titres qui sont diffusés 6 mois après d'énergie et où on te dit... Là, par exemple, la dernière fois, je crois que c'était sur Vibration. Où ils disent, voilà une nouvelle artiste, mais vraiment il y a 3 jours, je crois, 3-4 jours, où l'animateur, c'était samedi ou dimanche. C'était dimanche. Où l'animateur fait, voilà, une artiste qui vient de sortir, avec un titre qui est vraiment sympa, c'est Kimber Rose. Ouais, c'est pas comme si Virgin le diffusait depuis 6 mois, quoi. Donc tu passes pour un con. En fait, c'est tout de la copie de énergie, mais en moins bien. Et dans beaucoup, je trouve, de radios, des indés radios. Et c'est pour ça que je ne supporte pas. Et que, au niveau des règles CSA, je trouve que les règles CSA sont très très sympathiques. Au niveau des indés radios, parce qu'il y a beaucoup de radios qui, aujourd'hui, sont sur pour moi, des zones de diffusion beaucoup trop grandes. Par exemple, je vais reprendre le cas de Vibration. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait pas plus de 6 millions. Le bassin de population ne doit pas être plus important que 6 millions de personnes. Ce qui fait que moi, je suis dans une région de France où il y a peu d'habitants. Donc Vibration, ça part de la Nièvre. De l'autre côté, ça va jusqu'à Nantes. Et en hauteur, ça va de l'Essonne à l'Allier. Ça fait de la moitié de la France, en fait, aujourd'hui Vibration. C'est pas une radio nationale, c'est une radio locale, enfin régionale, dans les catégories. Ça fait la moitié de la France. En sachant qu'en plus, les programmes de Vibration, toutes les chroniques sont également diffusés sur Voltage et sur 8FM. Et sur Radio Forum également.
et peut-être même sur Oui FM, qui appartient maintenant au même groupe, et certainement sur Latina et autres. Mais sinon, il n'y a aucun problème du côté des CSA avec ça. Bah, ça me pose un gros problème. Bon, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, ça fait toujours du bien. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Ça, c'est vous qui voyez, comme diraient les chevaliers du fiel. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Allez, ciao, ciao.